l'homme qui vivra 1000 ans, il sera toujours confronté à la question du sens, du désir, de l'amour, etc. Sauf que ça ne sera pas les mêmes questions, parce qu'effectivement, toutes les questions d'avoir des enfants, l'amour et autres seront posées autrement, parce qu'on a quand même un réflexe à avoir envie d'avoir des enfants autre que le côté amour, pour des raisons d'espèce et de se perpétuer. On vit 1000 ans, on aura quand même d'autres configurations. Mais c'est pas tout à fait le... Oui, mais c'est quand même, si on revient sur la question de la naissance, l'une des mutations absolument radicales dans l'histoire du vivant, c'est l'invention de la reproduction par sexualité. Et cette invention extraordinaire qui bouleverse les modalités antérieures classiques qui étaient de type clonage, elle s'accompagne de deux autres mutations radicales qui est, en même temps que la sexualité, s'invente la singularité, puisque du coup va naître un être unique au monde, et aussi la mort, puisque évidemment, à la différence du clonage, cet être radicalement singulier, c'est aussi un être qui sera amené à mourir, en tout cas à mourir sous la forme de son être singulier. Mais ça veut dire que renoncer, par exemple, à une naissance sous les modalités sexuelles, d'une certaine façon, c'est est-ce que vous êtes prêt aussi à renoncer à la singularité et à la sexualité? C'est la trilogie. Sexualité, singularité et mort vont ensemble. Ça fait beaucoup comme renoncement pour des gens qui prétendent... Sauf que c'est vrai qu'un continuum de 90 ans et un continuum de 1000 ans, automatiquement, les gens ne vont pas vivre ces catégories de la même manière. C'est évident. Alors, bon, là pour l'instant on n'y est pas, mais c'est un des possibles. C'est un des possibles. En revanche, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, imaginons le pire qui est un des possibles, donc cette post-humanité qui a les moyens de ses ambitions, en tout cas, donc c'est elle qui prend le pas. Quelle est la marge de manœuvre pour les autres ? D'abord, je pense qu'elle ne prend aujourd'hui le pas que parce qu'elle dispose de moyens financiers considérables qui résultent d'une extorsion massive. Parce que si elle n'avait pas ces moyens financiers, elle n'aurait pas non plus les moyens d'investir uniquement dans les technologies qui lui paraissent adéquates avec son propre fantasme de post-humanité. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé, et c'est directement issu du Forum social mondial, cette campagne mondiale contre l'évasion fiscale. Parce que le simple fait, par exemple, de casser le poumon de l'évasion fiscale que sont les paradis fiscaux, y compris d'initier, on en aura besoin, une fiscalité mondiale. Par exemple, on en a besoin sur le climat, etc. C'est-à-dire, on a de fait déjà une forme de gouvernance mondiale qui est celle de l'oligarchie financière, et on a besoin de faire monter une gouvernance mondiale démocratique. C'est ça. Et cette gouvernance mondiale démocratique, elle passe aussi par le levier juridique, parce que ça, Mireille Delmas-Marty, avec qui on travaille beaucoup dans le cadre du collégium éthique, scientifique et politique qui avait été créé par Stéphane Hessel et que l'ancien Premier ministre Michel Rocard préside actuellement, elle met beaucoup en évidence l'importance du levier juridique, et que la Déclaration universelle des droits humains de 48, elle porte en germe les éléments d'un droit mondial, y compris d'un droit citoyen mondial, et que de ce point de vue-là, il y a une contradiction juridique entre les deux textes du droit international, parce que l'autre texte, qui est la Charte des Nations Unies, qui commence officiellement par nous les peuples, en réalité c'est nous les États. C'est plus le droit des États à disposer de leur peuple que l'inverse. Et avec une absolutisation du rôle des États, ce qui fait qu'on a aujourd'hui, d'un côté, des acteurs sur la scène mondiale qui sont du côté de l'oligarchie financière, et les acteurs politiques, eux, ils sont pas
dans l'intérêt commun, le bien commun de l'humanité. Donc effectivement, c'est l'émergence de ce qui est plus simplement une société civile mondiale, mais ce qu'on appelle par exemple dans le pacte civique une société civique mondiale, c'est-à-dire la partie de la société civile qui prend conscience que il n'y a pas que des problèmes sectoriels, il y a bien un problème de bien commun général, y compris comment est-ce que l'humanité se prend pour elle-même comme bien commun, et à construire un politique renouvelé qui part d'un changement absolument radical, qui vient du fait que quand on pose la question politique par excellence, qui est la question de la défense, parce que le politique, il est constitué par deux grandes questions, la question de l'avenir, c'est le lien avec ce que tu évoquais sur l'éducation, et la question comment on fait face à la violence. Bon. Or, le politique classique, il s'est constitué dans un rapport d'adversité par rapport à des ennemis, des barbares, des étrangers qui étaient extérieurs à la communauté politique ou la communauté de croyants. Donc, on civilisait, on pacifiait une tribu, une cité, un État, un empire, mais c'était toujours par rapport aux barbares. Quand on se place à l'échelle mondiale, si on pose la question « l'humanité est-elle menacée de destruction ?» La réponse est hélas oui, mais est-ce qu'elle est menacée de destruction par des barbares extraterrestres ? Non. Évidemment non. Donc elle est menacée par sa propre inhumanité. Donc ça veut dire qu'il n'y a de politique possible au niveau mondial qu'un politique qui renoue avec ce que les traditions de sagesse et les traditions spirituelles nous disent, elles, depuis des siècles et même des millénaires, à savoir qu'il y a bien un problème de barbarie, mais que ce n'est pas un problème extérieur, c'est un problème intérieur. Et là, on retrouve y compris les grandes questions, même celles de Platon, sur... lui, il appelait ça à son époque, dans sa vision aristocratique, la question du philosophe roi, mais on peut appeler ça la question des citoyens philosophes, c'est-à-dire comment l'humanité hausse son niveau de qualité de conscience, de qualité de sagesse, pour être capable de construire une politique de la mondialité, ce que Edgar Morin appelle une politique de l'humanité, qui permette effectivement d'aller traiter les grandes questions de la mondialité. C'est exactement ça que j'essaie d'adresser au travers de ces interviews. C'est si on n'est pas clair sur quel est l'avenir de l'humanité, on ne sait pas où on va, donc on n'a pas de projet, et donc c'était pour ça que je voulais t'entendre là-dessus. Et deux, on n'a pas d'autre avenir qu'une gouvernance mondiale. Sauf que dans l'état de conscience de nos gouvernants actuels, on ne peut pas espérer une gouvernance mondiale de nos gouvernants actuels. Donc la seule issue, elle est si tu préfères, on n'a pas une crise de représentativité pour une seule raison, elle est pour plein de raisons, mais notamment qu'on a une certaine partie des citoyens qui ont un niveau de conscience supérieur par rapport aux gens qui les représentent. Donc il y a un problème. Et on ne peut pas envisager de gouvernance mondiale si on n'a pas une qualité de sagesse. C'est pour ça que c'est tout à fait le roi sage et philosophe dont on a besoin. Mais c'est de ça dont on a besoin. Sinon, on va vers 1984 et on y va à grands pas avec Big Data et compagnie. Donc la raison de cette chronique, c'est ça. C'est de se dire, essayons de prendre conscience que tout est interconnecté. Si nous n'avons pas de vision claire de vers où nous voulons aller, on va nourrir de façon agissante ou par défaut d'autres types de modèles, post-humanité ou autre chose. Et si nous ne prenons pas la responsabilité de notre citoyenneté et d'une citoyenneté consciente, éclairée et sage, et qu'on ne pousse pas la qualité de gouvernance, on va avoir certes une gouvernance mondiale de facto, parce que les marchés rencontrent, comme on l'a vu, comme tu le dis, l'oligarchie, les problèmes de dette, etc., etc., enfin tous ces éléments mélangés qui font que l'argent est de plus en plus concentré en des petites mains, que les États n'ont plus les moyens de ce qu'ils essaient de faire, et que par conséquent, au bout d'un moment, on va essayer de rationaliser d'une manière ou d'une autre l'argent. Mais comment peut-on le faire avec des banques privées qui, effectivement, vont aller chercher les paradis fiscaux pour s'en sortir? Donc, si on n'a pas une gouvernance mondiale sur tous les plans, on ne peut pas trouver de solution. Mais si on n'est pas clair sur le projet et si on n'est pas clair sur des acteurs qui ont une qualité de conscience et une qualité de cœur particulière, on va faire un peu plus de post-humanité ou d'autres choses. Donc, c'est bien cette intrication et cette imbrication
Ou, comme tu le disais tout à l'heure, on a beau tous avoir écrit, pousser les lignes pour essayer de faire réfléchir, et que, si on vend 500 livres, c'est Noël, et qu'il n'y a aucun grand média qui va relayer ça quasiment, effectivement, il ne nous reste plus que les happenings pour arriver, et les événements pour arriver à se faire entendre. Mais néanmoins, j'y crois, je me dis encore peut-être quelques personnes qui pourront nous écouter. Donc c'est vraiment cette imbrication de vouloir une humanité. Donc si j'ai bien compris, ce que tu en dis, c'est qu'elle soit plurielle et respectant sa variété, sa diversité, et tenant compte de ses faiblesses, et de ces faiblesses-là que vont naître de la créativité et de la richesse. Et de cette reconnaissance de cette humanité plurielle, avoir une qualité de cœur et de sagesse qui permet de faire émerger des citoyens que nous sommes une gouvernance démocratique réelle. C'est ça ? Oui. Et j'ajouterais que les choses, pour le coup, avancent peut-être plus vite qu'on l'imagine dans cette direction. Parce que, comme dans toutes les grandes périodes de mutation historique, et nous en vivons une évidemment, il y a une double polarisation. Donc il y a la polarisation régressive, et il suffit de regarder un journal télévisé classique pour s'en convaincre, mais il y a aussi une polarisation créative que les grands médias ne voient pas, mais il suffit justement d'aller dans un forum social mondial, de venir dans des dialogues en humanité, de lire un livre comme celui de Bénédicte Magnier, 1 million de révolutions tranquilles, bref, de se connecter à cette formidable créativité citoyenne qui est une créativité mondiale. Les prochains dialogues en humanité à Lyon, c'est sur le thème « Osons la citoyenneté terrienne », et on était en train de le préparer, y compris en utilisant le bon côté des nouvelles technologies de communication, avec le Conseil international qui est composé aussi bien d'Indiens que de Brésiliens, que de personnes qui sont aux États-Unis, en Europe, etc. Et la façon même d'avancer vers cette citoyenneté terrienne qui suppose effectivement un niveau d'intelligence du cœur, c'est à la fois la question de la conscience et la question de la qualité émotionnelle, relationnelle et spirituelle, et elle est en route. Et plus le vieux modèle est à bout de souffle, plus il produit des effets destructeurs sur le plan écologique et humain, et plus aussi on voit bien que l'alternative est de type fraternité ou barbarie, parce que les éléments intermédiaires ne résistent pas à l'ampleur des défis auxquels on est confronté. Donc il faut aussi savoir faire ce que Alinsky appelait du jujitsu de masse, c'est-à-dire utiliser les situations où on va prendre, comme on le fait par exemple avec l'histoire des chaises d'HSBC, on va utiliser un matériau qui est celui de l'oligarchie financière et qui est celui de la modalité habituelle d'intervention des grands médias pour le retourner au profit d'une logique citoyenne et d'éducation populaire.